Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci également à la médiathèque du Centre culturel Djibaou de me donner l'opportunité de présenter mes travaux ce soir. Donc pour moi, c'est un peu un moment quand même, c'est toujours des moments un petit peu émouvants et un parti un petit peu déstabilisant aussi que de présenter ces travaux de recherche et notamment une recherche doctorale qu'on a fait pendant plusieurs années, en sachant que dans la salle, il y a des gens avec qui aussi j'ai pu également, avec qui j'ai pu avoir des entretiens et qui ont aussi participé à la construction de ce travail. Donc, c'est pour moi, c'est un moment de restitution, même si j'en ai déjà fait. Donc, voilà, un petit peu de départ d'appréhension. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous présenter. Ça repose beaucoup, beaucoup sur mon travail de doctorat, donc qui a été soutenu en 2011. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en présenter quelques-uns de ces résultats. Et plus spécifiquement, j'avais vraiment envie, parce que moi, ça a été tout un cheminement dans ma thèse, c'est d'essayer de voir ensemble et qu'on essaie de comprendre ensemble comment s'est construit la politique de développement local de la province Nord dans le contexte de la décolonisation négociée. Essayer de voir comment est-ce que s'est construit donc cette politique de développement local qui, quelque part, doit chercher à s'adapter et prendre en compte le modèle agricole plutôt kanak, la petite agriculture familiale kanak. Et je vais faire en particulier, je vais essayer d'aborder avec vous, de questionner le rôle des démarches participatives et le rôle de l'ouverture d'espaces locaux de débat, qui est le propre des projets de développement local, dans ce processus de construction d'une politique de développement en Nouvelle-Calédonie. Alors, juste quelques points donc aperçus de comment est-ce que je vais vous présenter tout ça. Je vais faire une introduction qui est peut-être un petit peu longue, mais je vais revenir et vous expliquer pourquoi justement j'ai eu envie de me questionner sur la fabrication de ces politiques de développement rural en Nouvelle-Calédonie. Quelques points sur les mots et les concepts, mais on va faire très très court à ce niveau-là. Et après, on va dérouler en 3 points. D'abord, je vais parler donc plutôt, on va dire, du niveau provincial. Vous allez voir, on va parler de différents niveaux, de d'où vient cette politique de développement provincial et comment elle repose sur des interactions entre de nombreux acteurs qui participent à ce processus de construction de la politique de développement. Ensuite, on descendra au niveau du local et c'est là qu'on questionnera les démarches participatives. Et enfin, là, on aura un dernier point, mais qui sera au final assez court, mais on pourra développer un petit peu dans le débat s'il y a besoin, où on verra qu'à la fois, si ces dispositifs de développement local, ces démarches participatives permettent de créer des lieux de débat, de créer également des espaces quelque part de liberté, on verra qu'ils peuvent aussi amener des effets de cadrage et des jeux de contrôle interniveaux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de questionner les politiques de développement en Nouvelle-Calédonie? En fait, ça provient de ma première expérience de terrain où en fait je travaillais en appui à un programme de développement local qui était l'OGAF de la côte Est. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une OGAF. Ça veut dire Opération groupée d'aménagement du foncier. Et en fait, c'est des projets de développement local. C'est un dispositif, c'est un instrument, une politique qui a été d'abord développée en France et qui vise pendant quelques années, en moyenne 5 ans, sur un petit territoire, à essayer d'identifier les principales ressources de ce territoire et de mettre des moyens financiers, de créer une animation locale pour essayer de favoriser le développement sur ce petit territoire. Et donc moi, je suis venue en appui à ce projet-là, où en fait, donc je faisais des enquêtes et je travaillais avec les agriculteurs pour essayer de comprendre leur stratégie et les problèmes également qu'ils pouvaient rencontrer à travers également d'utilisation de différents outils, des jeux de rôle comme on voit ici, des supports de discussion interactifs.
Et ce qui est intéressant, donc dans ces OGAF, quelque part, un des objectifs, c'était d'avoir un dispositif qui permette de venir en appui à cette petite agriculture familiale Canac. Donc là, on a un exemple de parcelle de taro qui a été plantée dans le cadre de ce projet et qui a la spécificité donc d'être une toute petite agriculture qui est familiale avec très peu de moyens matériels, de machines agricoles, très peu d'intrants et qui n'a pas forcément une grande vocation à... les produits n'ont pas vocation à être énormément commercialisés. Et qu'elle est souvent associée à d'autres activités, notamment la pratique de la pêche, de la chasse, et également potentiellement à du salariat. Et ce qui m'a interpellée pendant cette expérience, c'est que en fait, au sein de l'OGAF, il y avait dans chaque commune, dans le projet de développement local, il était prévu qu'il y ait des espaces de discussion où il y avait les acteurs locaux, alors notamment des producteurs, des élus communaux, des coutumiers, qui discutaient en fait de comment se passait le projet, de quels petits projets individuels on allait appuyer ou pas, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. Et moi, en participant à ces espaces locaux de débat, je me suis rendu compte que y avait des représentations différentes. C'est-à-dire que les gens qui participaient à ces discussions, ils n'avaient pas forcément tous la même vision des objectifs, notamment de ce projet. Et que, en particulier, si on discutait pour eux, s'ils essayaient de définir c'est quoi le succès ou l'échec d'un projet individuel, par exemple une dame qui ouvre un plus grand champ de parcelles de taro, le fait que son projet soit perçu comme étant une réussite ou un échec, pour certaines personnes dans ces comités locaux, le succès, c'était que la personne arrive à commercialiser, qu'elle développe des techniques potentiellement nouvelles, qu'elle apprenne des techniques différentes et qu'elle commercialise. Alors que pour d'autres, et dans ces mêmes espaces de discussion, certaines personnes, juste le fait qu'on ait par exemple pu appuyer un jeune qui arrive à se mettre d'accord avec tous les gens de son clan sur la possibilité pour lui de planter à cet endroit-là et que au final il augmente sa contribution en termes de dons lors des cérémonies coutumières, pour eux c'était déjà un succès. Donc on voit bien qu'on commence à voir qu'il y avait des petits décalages en fait dans les objectifs du projet. Ensuite, on a également, après le projet de développement, il s'est arrêté en 2006, on a travaillé avec mes autres collègues chercheurs, Patrick Daquino et Jean-Michel Sourisseau. On s'est dit que ce qui s'était passé sur cette opération, c'était quand même assez intéressant, un petit peu différent de ce qui se faisait d'habitude en fait en Nouvelle-Calédonie, et qui avait intérêt à essayer de faire diffuser toutes ces pratiques, toutes les idées qui avaient été discutées vers le niveau supérieur de politique publique, vers les décideurs, notamment à l'échelle provinciale. Et dans les faits, donc on avait une volonté un petit peu très opérationnelle, hein, on était dans une approche de recherche-action, et de participer à ce que je vais appeler un changement ascendant dans les politiques publiques et d'aller vers une meilleure reconnaissance a priori des savoirs locaux et des pratiques locales dans les politiques d'appui au développement agricole. Parce que là, je vais parler de développement local, mais comme on est sur des zones qui sont très rurales, dans les faits, ça se recoupe énormément, surtout sur cette première opération qui visait quasi exclusivement le secteur agricole. Et donc, on a travaillé avec des différentes personnes qui étaient impliquées déjà depuis longtemps dans les opérations de développement, depuis même quasiment les années 80. Et donc, on a organisé des réunions avec eux pour essayer de faire des propositions de politique publique sur la base de tout ce qui avait été discuté pendant le projet, pendant le premier projet OGAF. Et on a essayé d'organiser de rentrer en contact, on va dire, avec, de discuter, de pouvoir partager en tout cas ces réflexions avec les élus de la province Nord, notamment ceux qui étaient en charge du développement économique et notamment développement agricole. On avait une vision assez stéréotypée qui, en fait, surtout moi, qui me venait de mon immersion dans le terrain, un peu une impression que la province Nord était un petit peu déconnectée des réalités locales. Et on va voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, en fait, ça m'a amené
en fait, on a eu du mal à organiser, à faire remonter justement ces discussions locales et les expériences du local. Et donc là, je me suis amenée à me poser la question, mais alors, mais comment est-ce que ça marche? Comment se construit une politique publique? Et mais comment est-ce que les connexions se font entre les niveaux de politique? Entre un niveau local, entre une commune et une province? Comment tout ça arrive ou pas à travailler ensemble? Et comment est-ce que ces différentes représentations que j'avais pu observer comme ça, ou en tout cas pressentir au niveau local, est-ce que ça circule? Est-ce que les gens ont les mêmes idées au niveau provincial qu'au niveau local? Ou est-ce qu'ils sont totalement opposés ou différents? Et en fait, donc, c'est sur la base de ces questions-là que j'ai été amenée à essayer de tout reconstruire, en fait, ce processus de fabrication de la politique publique. Alors pour réaliser ça, donc ça a été en fait quelque part un peu le sujet de ma thèse, j'ai choisi de travailler à travers d'avoir une entrée par les acteurs. Alors là, rapidement, ça veut dire qu'à chaque fois, moi, mes acteurs, je les ai considérés comme étant dépositaires d'idées, d'intérêts et liés aux institutions. Quand je parle d'idées, en fait, ça fait référence à ce qu'on appelle une dimension un peu cognitive des politiques publiques. C'est-à-dire, on considère qu'une politique publique, quelle qu'elle soit, hein, d'insertion, par exemple, pour l'emploi, une politique de santé, elle est liée, une politique, par exemple, de réforme du foncier également, elle va être liée à une manière de voir les problèmes que rencontre la société. Par institution, je l'entends au sens très très large, c'est-à-dire que pour moi, ça va être toutes les règles du jeu qui structurent en fait le fonctionnement de la société et qui va organiser les interactions entre acteurs. Ça vous donne juste un petit peu l'idée de pourquoi après, comment je vais décrire justement comment tout ça se construit. Et après, donc pour chaque niveau, le niveau provincial, le niveau des territoires de projet principalement, on va essayer de décrire ensemble quels sont les usages que font les acteurs justement notamment de cet instrument de développement local et des démarches participatives aux différents niveaux. Le terme usage, c'est pas anodin parce que pour moi à chaque fois ça va être la manière d'essayer de comprendre la manière et pourquoi est-ce que les acteurs agissent, s'emparent et vont modifier en fait la situation dans laquelle ils sont. Alors donc pour chaque niveau, j'ai distingué différents acteurs. Alors, et vous allez voir, ça va structurer après toute la présentation. Au niveau global, c'est-à-dire plutôt connecté à l'international, on va trouver plutôt tout un ensemble de réseaux d'experts métropolitains, mais également internationaux. Je vais distinguer également le niveau calédonien Nouvelle-Calédonie et surtout le niveau provincial, où en gros, ce qui est important pour comprendre comment ça se passe, c'est de distinguer peut-être l'administration et l'organisation provinciale, où il y a les élus et les cadres de l'administration, et puis les agents aussi qui sont impliqués au niveau local pour la mise en œuvre au quotidien, qui sont en interface directe avec les bénéficiaires de politiques publiques. Et que chacun va agir avec des légitimités différentes également. Et enfin, à l'échelle plus locale, donc on va avoir les territoires de projet au GAF, et donc qui va regrouper, donc ça va être les communes, où il y a toute la population, dedans les bénéficiaires de politiques publiques, et au sein de ces territoires de projet, on va beaucoup parler des comités locaux. Donc, c'est-à-dire ces petits espaces de discussion où, pendant la durée du programme de développement, les gens sont mis ensemble pour discuter. Alors, on va commencer par le niveau provincial. Alors, quand j'ai commencé donc, il me fallait quand même essayer de comprendre d'où venait cette politique de développement et pourquoi est-ce que d'un seul coup, la province Nord, gérée par des indépendantistes, utilise énormément cet instrument de développement local qui vient de la France, qui est né en France, qui a été développé en France. Et donc, j'avais besoin de comprendre comment est-ce que ça s'était intégré là-dedans. Donc, au départ, j'ai commencé à travailler à partir, comme je travaillais au niveau provincial, à partir de plutôt 90, on va dire, au moment de la provincialisation. Et rapidement, dans les entretiens, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qui se passait
à partir de 90 était intimement lié à ce qui s'était passé pendant la période précédente, et notamment pendant la période des régions, la courte période des régions pendant les événements, donc de 84 à 86. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais pour les gens que j'ai rencontrés en fait, les régions, c'était perçu comme ça a été un cadre politique qui a permis de manière inédite, en fait, de redistribuer les compétences de manière plus équitable entre les différents acteurs, indépendantistes et loyalistes. On a donné aux régions énormément donc, des secteurs très importants, la santé, l'enseignement, la réforme foncière, avec, il était prévu au départ, des moyens financiers également importants. Donc au départ, l'objectif, il est double. Il s'agit de commencer à réfléchir à comment on va construire l'indépendance et organiser un contre-pouvoir économique. Donc d'un point de vue de l'action publique, quand ils ont fait leur premier... ils ont réfléchi à la construction de l'avant-projet. Il y avait une volonté d'avoir une action publique très très interventionniste avec la construction, la mise en place de nombreuses infrastructures qui n'existaient pas donc à l'époque. Et dans le même temps, de travailler au niveau des tribus, en se basant beaucoup sur les réseaux militants, sur développer plein de petits micro-projets avec les financements qui étaient disponibles dans le cadre de l'Office de développement de l'intérieur et des îles. Donc l'idée, c'est d'essayer de donner corps en fait à tout ce qui avait été réfléchi pendant les années 70 et de vraiment donner corps à travers une démarche qui est là aussi un petit peu multiniveau, c'est-à-dire qu'une approche dialectique entre les élus ou les membres des cabinets qui réfléchissaient, qui avaient une réflexion sur le modèle de société à développer, et la diffusion l'importance de développer des expériences de terrain, notamment avec de nombreux micro-projets, et d'essayer de réfléchir là-dessus pour justement réussir à construire sur cette base-là ensuite une politique de développement. Dans les faits, à partir de 86, en fait, le changement de statut et le vote de la loi Pons a en fait fortement réduit les financements et les compétences qui étaient allouées aux régions, et toute une partie en fait des politiques n'ont pas vraiment pu être mises en œuvre. Enfin, en tout cas, ça a été vraiment fortement diminué et voire abandonné, notamment pour les grands projets un petit peu structurants. En revanche, sur le terrain, on constate qu'il y a eu de très nombreux micro-projets. Donc là, c'est juste un graphique, c'est juste pour noter qu'il y a eu plusieurs milliers de petits projets qui ont été financés pendant cette période-là. Et que la mobilisation des réseaux militants, en fait, ça a vraiment... Et que c'était des projets qui étaient principalement... qui concernaient le secteur primaire. Et que quand on lit les travaux des chercheurs sur cette période-là, qu'on lit les écrits, on voit qu'il y a une vraie mobilisation, en fait, locale autour de cette petite agriculture pour qu'elle essaie de trouver quelque part sa place, notamment dans l'économie calédonienne. On va poursuivre sur les relations. Voilà, donc ça, c'était un peu la base. Et ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a eu toute cette expérimentation de terrain, mais on a eu le début d'interaction avec d'autres acteurs, enfin la mise en interaction d'acteurs qui sont, ça s'est construit justement pendant les régions, et on va voir qu'après ça a fortement influencé la période suivante, et notamment la période des provinces. Alors, on a eu l'entrée de nouveaux acteurs, avec notamment l'intégration, donc notamment dans le cabinet de la région Nord, l'intégration de la nouvelle génération de jeunes diplômés plutôt affiliés au PALICA, donc des discussions qui ont été très dynamiques, beaucoup d'effervescence en fait. On sent beaucoup d'effervescence dans les entretiens que j'ai pu faire sur cette période-là. On nous parle d'une période où vraiment on réfléchissait, on essayait d'expérimenter des choses. Et donc avec des mises en réseau, et donc là un rapprochement UC-PALICA en termes de au concret, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis après il y a le coup d'arrêt que je vous ai signalé tout à l'heure, avec la baisse des financements dès 86, et en fait il y a eu l'obligation d'aller chercher des financements ailleurs,
et puisque les financements directement de l'État ont été fortement réduits, et de chercher également des recettes, d'avoir une action publique peut-être un peu moins interventionniste, et de trouver comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire du développement, mais avec des instruments qui seraient moins coûteux, avec peut-être moins de subventions, etc. Et à ce moment-là, on a vraiment les premiers recours à l'extérieur sur la question du développement rural, et dans les personnes qui travaillent, qui ont participé à la construction de la politique de développement rural de la province Nord. En fait, il y a eu une mission notamment qui a été effectuée en France, et ils sont allés rencontrer des ONG, des instituts qui travaillent sur le développement, donc en France et en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant que d'aller faire des missions pour rencontrer, trouver des conseils, avoir des nouvelles idées, mais c'est qu'en fait, ce moment-là, les personnes qui ont été rencontrées à ce moment-là, il y a eu des relations interpersonnelles très fortes qui se sont créées pendant cette période-là, et qui ensuite vont se maintenir et nourrir ponctuellement la période suivante. Donc ainsi, la période des régions, donc je vais revenir là-dessus parce qu'il me semble que vraiment ça a permis de jeter les bases de la politique telle qu'elle va être menée à partir des années 90 et décidée, construite au niveau provincial. Alors, ensuite, donc la période suivante, donc je ne rentre pas dans tout le détail, mais la construction de la politique de développement provincial, donc le tout début, c'était à l'époque où la province Nord n'était même pas encore construite, donc on a eu toute une phase un petit peu de flottement, mais je vais passer tout de suite à la période de 93-98, où en fait on va avoir une multiplication des interactions entre différents acteurs qui vont aller vraiment jusqu'au bout de la réflexion qui avait été commencée dans les années 80. Et qui vont réaliser ce que j'appelle une double problématisation du développement local, qui va se faire à deux niveaux. À la fois, on travaille vraiment sur les interactions entre acteurs et entre groupes d'acteurs, en fait. Les interactions entre l'ADRAF et l'IRD, où en fait, si on fait on constate qu'on a une trajectoire assez emblématique d'une personne qui va jouer un rôle de médiateur. On parle de médiateur dans le sens où cette personne, elle a eu la capacité à naviguer de différents espaces sociaux au départ militants, indépendantistes, puis elle a l'opportunité d'aller se former, de devenir en partie chercheur. Ensuite, on lui a demandé de procéder à une expertise. Donc, c'est l'ADRAF notamment qui lui a demandé de réaliser une expertise sur la relation entre foncier et développement. Et ensuite, suite à ça, cette personne a intégré l'ADRAF et a été responsable d'une antenne de l'ADRAF. Et ce qui est intéressant, c'est que ces travaux qui ont été menés dans différents espaces ont permis en fait de proposer de manière assez stabilisée. En tout cas, je pense que c'était vraiment, pour une fois, c'était assez bien stabilisé avec une démarche qui se voulait scientifique. Et là, on commence à voir comment est-ce qu'une politique, ça repose aussi sur des connexions avec les scientifiques. Et donc, cette représentation, c'était d'abord le constat qu'il fallait peut-être essayer de ne pas directement soumettre une attribution foncière à un projet de développement économique, en sachant que c'est plutôt ce qui avait été fait au début des années 80. Et voilà, donc des travaux qui insistent sur le fait qu'il était important de laisser le temps de construire le lien à la terre avec ce nouveau foncier. Et dans le même temps, à la même période, mais à un autre endroit, en province Nord, il y a de nouvelles interactions qui se font aussi avec d'autres réseaux scientifiques, en fait, notamment avec le CIRAD. Mais ça va prendre une autre forme, c'est pas un médiateur. En fait, là, ça va se faire à d'autres moments qui sont en partie. C'est en fait, comment dire, c'est certains élus de la province Nord et des cadres de l'administration de la provinciale qui, en fait, demandent à des chercheurs du CIRAD, qui avaient été rencontrés lors de cette fameuse mission dont je vous ai parlé, à venir et en Nouvelle-Calédonie et à réaliser un premier point d'étape de l'action provinciale en termes de développement.
Et donc, lors de cette mission d'évaluation, en fait, les chercheurs du CIRAD, les élus, les cadres de l'administration, mais même les agents de terrain locaux, tout le monde travaille ensemble et font un premier bilan qui permet en fait là aussi de proposer de modifier et de reformuler les objectifs du développement rural en province nord, avec 2 points qui me semblent assez importants parce qu'on va voir qu'en fait après c'est largement repris, c'est de pas forcément, enfin en tout cas de remettre en cause l'insertion au marché comme seul objectif des projets de développement économique. Ça fait écho à ce que je vous ai dit quand je parlais de succès ou d'échec, c'est-à-dire le succès ou l'échec d'un petit projet, c'est peut-être pas pour certaines personnes, c'est pas forcément d'augmenter la commercialisation par exemple des produits agricoles, et surtout de travailler à la reconnaissance de la pluriactivité des ménages et donc de ne pas forcément chercher, surtout si on travaille sur l'agriculture, ne pas forcément chercher une professionnalisation ou une spécialisation poussée. Donc on voit que dans ces 2 cas, à 2 endroits différents, en fait, on a 2 représentations qui sont pas tout à fait similaires, mais qui sont complémentaires, qui se sont créées autour d'expertise, de rédaction de rapports, d'enquêtes, et qui vont structurer vraiment tout et venir justifier ensuite là, à partir de 98, faire le choix du développement local et des OGAF. Alors, en effet, parce que les 2 groupes d'acteurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 98, ces gens qui étaient impliqués là dans ces deux systèmes, ils changent de place. Enfin, ils changent de place. Ils obtiennent des postes clés, notamment à la DRAF et en province nord. Et qu'en fait, ça va être concomitant à l'Assemblée nationale, en France donc. Au sein du conseil d'administration de la DRAF, il y a un représentant de l'État qui était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur le développement local, qui en fait se rend compte qu'avec la prévision du vote de la loi d'orientation agricole de 99, normalement, le dispositif des OGAF et les financements alloués doivent disparaître du territoire français pour être transformés par un instrument européen. Et donc, il interpelle notamment la DRAF parce qu'il y a quelques expériences qui avaient été lancées en disant mais est-ce que il y aurait pas, enfin voilà, en même temps à la DRAF les gens pensent que ça peut être ce type d'instrument pourrait être intéressant justement pour essayer de prendre en compte les représentations que je vous ai présentées tout à l'heure. Et donc il y a un accord qui se fait donc entre ces 2 groupes et qui permet aux représentants de l'État à l'Assemblée nationale de défendre le maintien des OGAF en Nouvelle-Calédonie. Mais en échange, quand l'État s'engage à faire ça, il demande à ce que l'instrument soit de plus en plus utilisé. Et là, en fait, ce que j'ai pu observer, je ne rentre pas dans le détail, pardon, mais c'est qu'on a en fait, entre la DRAF et la province Nord, de nombreux échanges, parce qu'il y a notamment une coopérative qui connaît des difficultés, et des alliances, ce que j'appelle des alliances traditionnelles, c'est-à-dire que les gens ont tendance à parler, avoir les mêmes, justement, des représentations assez similaires et les mêmes objectifs, et donc ils arrivent à valider, à faire le choix de mettre en œuvre d'autres OGAF, notamment sur l'OGAF de la côte est sur laquelle j'ai travaillé. Et c'est là que se décide cette première opération. Mais dans ce cadre-là, il y a également, le représentant de l'État demande à ce que soit travaillée une évaluation des premières opérations. Et là, en fait, ça va être fait par tous les acteurs qui ont travaillé à la construction de la double problématisation que je vous ai présentée dans la période d'avant. Et en fait, tout le monde va travailler ensemble sur la construction de l'évaluation des premières OGAF. Et on va avoir un rapport collectif. Et là, on va vraiment avoir la rencontre de ces 2 manières de penser le développement. Et ce qui va permettre ensuite de justifier, en fait, pour la province Nord, l'intégration, on va dire,
les OGAF restent gérés par l'État français, mais sur les années 2000, en fait, il va y avoir des OGAF sur quasiment tous les territoires des communes de la côte Est. Et ça va vraiment être pensé comme voilà, un des piliers de la politique de développement provincial. Donc voilà comment est-ce qu'on est arrivé à ce transfert-là. Donc là, ce que je voulais insister, c'est comment se construit une politique publique. Et ben, on voit que c'est beaucoup d'interactions et que entre des acteurs, des réflexions avec des scientifiques, et des connexions qui peuvent se faire, que c'est pas forcément pensé qu'à un seul niveau avec quelques personnes, mais c'est un long processus historique et avec des connexions à d'autres niveaux. Maintenant, je vous propose de changer de niveau, hein. On va laisser un petit peu ces experts et pour parler un petit peu plus donc du niveau local et donc des communes et surtout des comités locaux. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces comités locaux. Donc, qui sont, on va dire, souvent il y en a un par commune. Pour simplifier, hein, je suis obligée d'être un petit peu schématique, mais donc, et globalement, ils vont être composés de plein de personnes différentes, pardon. De producteurs ruraux, de coutumiers, de représentants d'associations, mais aussi de représentants des services techniques, c'est-à-dire de gens qui qui mettent en œuvre et qui essaient d'appuyer techniquement la mise en œuvre de projets qui peuvent être appuyés financièrement par la province. Et donc, je me suis posé la question et je propose qu'on regarde ensemble comment est-ce que ces comités locaux fonctionnent, qui sont les acteurs qui sont dedans, pourquoi est-ce qu'ils sont dedans, et qu'est-ce qu'on discute là-dedans, et qu'est-ce que ça vient changer. On va faire ça comme ça un petit peu par étapes. Surtout en sachant que quelque part, ces comités locaux, ça s'inspire de tout ce qui s'appelle l'impératif délibératif. C'est-à-dire que dans tout ce qui va être développement local, et c'est vraiment présent dans beaucoup de démocraties occidentales, et c'est souvent associé aux projets de développement local, c'est de mettre en place, d'ouvrir des espaces de débat locaux en postulant que les acteurs pourront, disons ils pourront peser plus directement sur la décision publique en étant impliqués localement et en prenant part aux décisions au niveau local. Donc voilà, on part c'est un peu l'idéologie qu'il y a derrière ça. Et si on regarde les gens qui sont invités à participer et qui au final participent à ces comités locaux, ils sont pas choisis par hasard au final. Et malgré en fait les intentions qui sont souvent apolitiques, affirmées par les gens qui organisent les diagnostics des OGAF et qui ont des vraies intentions apolitiques en essayant d'avoir un idéal délibératif, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de parler. Et bien, en fait, on se rend compte que si on regarde pour quelles raisons on a invité et quels sont les critères de recrutement des gens qui sont dans ces comités, eh bien, j'ai pu en identifier 4. D'abord, on a un recrutement qui est spatial. C'est-à-dire que les membres des comités, on leur demande, on essaie d'avoir des membres des comités d'à peu près d'avoir toutes les zones géographiques. On va dire, par exemple, si on prend une commune. Et ça peut se recouper notamment avec les districts coutumiers. On va essayer d'avoir, d'un point de vue spatial, que ce soit bien équilibré. Ensuite, les membres sont recrutés par rapport à leur... je parle d'un recrutement technique, c'est-à-dire par rapport à leur expérience vis-à-vis du développement agricole, surtout sur les projets qui ont une forte vocation agricole. C'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui sont potentiellement déjà plutôt professionnels, qui vont avoir tendance à commercialiser, et surtout des gens qui ont fait l'expérience déjà d'un appui de la puissance publique, qui ont déjà par exemple eu une subvention et qui savent déjà comment il faut faire et quelles sont les difficultés qu'on rencontre. J'ai un petit extrait d'entretien qui résume assez bien ça. Et donc là, quand on discute et qu'il m'explique comment est-ce qu'il a été, pourquoi est-ce qu'on est venu le chercher, j'ai été contactée en tant que le plus grand producteur de la zone, producteur d'igname, tout ce qui est vévrier.
on m'a demandé si je voulais faire partie de ce comité. Je me suis portée volontaire parce que c'est mon domaine. Je devais amener mes idées, mes compétences dans ce comité pour lancer les jeunes à faire des micro-projets. Donc là, on voit vraiment qu'il fait référence à sa pratique et surtout à son métier en fait d'agriculteur. Ensuite, autre modalité de recrutement, c'est très classique, hein, un recrutement qui va se reposer en fait sur les gens qui sont fortement impliqués dans les associations du territoire de projet. Et enfin, mais c'est pas forcément affiché, mais c'est pas grave, hein, moi je porte pas de jugement, mais quand on regarde dans le détail, des recrutements qui peuvent être aussi selon les appartenances à des partis politiques, alors soit pour essayer d'avoir un panachage et une présence des différents partis politiques, ou d'autres, ou plutôt une surreprésentation dans certains comités de certains partis. Et ce qui est intéressant, quand on met ça à jour, ça repose la question on a ouvert des espaces locaux de débat qui sont censés essayer de remettre un petit peu, de modifier un petit peu la donne de la démocratie représentative. Parce qu'en fait, ces critères de recrutement, si on prend les travaux qui ont été faits sur la constitution du personnel politique, notamment Canac, les travaux d'Éric Soriano ou Benoît Trépied, on retrouve quasiment les mêmes critères de recrutement. Des critères coutumiers, religieux, moi je ne l'ai pas trop vu, mais l'importance de la proximité géographique, le recrutement au sein de la parenté et plus récemment le recrutement associatif. Donc ce qui est intéressant, c'est que même si on a la volonté d'ouvrir à de nouvelles personnes, on constate qu'elles vont avoir des critères assez similaires en fait à ceux du recrutement pour la démocratie représentative. Ensuite, pourquoi est-ce que les gens, si on vient les chercher, pourquoi est-ce qu'ils s'impliquent? Vous voyez, vous vous souvenez, j'avais parlé d'idées, que les acteurs, ils avaient des idées, des intérêts. Et donc là, pour quelles raisons est-ce qu'ils restent dans ces comités locaux? Et quand on regarde les intérêts, pour quelles raisons ils restent, en fait, on constate que souvent, c'est une articulation de plusieurs intérêts. Notamment, ce qui est assez récurrent, c'est d'abord d'avoir, je vais parler d'un intérêt individuel, plutôt avoir accès eux-mêmes à un projet, soit pour eux, soit pour leur association. Donc on sent l'intérêt individuel. Là aussi, je porte pas l'idée, c'est pas de porter un jugement, hein, mais c'est d'expliquer ce qui se passe. Ou d'avoir accès aussi à l'information comment est-ce qu'on monte un projet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours articulé à donc cette volonté individuelle, mais en même temps, à chaque fois, leur demande de projet individuel, elle arrive qu'à la fin du projet. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par enrôler et essayer de faciliter l'installation de d'autres personnes et que d'autres personnes aient accès à ces micro-projets. Et qu'en fait, on a une articulation entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Ce qui est surtout intéressant, c'est que pour certains, surtout sur le développement agricole, et ces agriculteurs, on va dire plutôt professionnels et marchands qui s'impliquent dans les comités locaux, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils peuvent avoir des pratiques, notamment de commercialisation, qui vont être un petit peu différentes de la petite agriculture canaque que vont faire les gens autour d'eux. Et en fait, ils vont s'impliquer dans ces comités locaux et ils vont avoir vraiment tendance à favoriser l'installation, notamment c'était le cas sur un GDPL, c'est-à-dire qu'on avait on va dire un gros producteur marchand, professionnel et marchand, Canac, sur terre coutumière, qui en fait va favoriser l'installation de nombreux petits projets individuels sur foncier GDPL, il va les aider. Et en fait, ça va participer à maintenir sa légitimité à lui pratiquer son agriculture, qui est peut-être un petit peu différente de celle des autres membres du clan. Donc on a une négociation en fait, ils arrivent à légitimer leur pratique à travers ces comités locaux. Et enfin, dans les entretiens, j'ai pu constater que tous les membres de ces comités locaux, au final, ils développent de nouvelles ressources. En fait, ils acquièrent des expériences. Notamment, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait qu'ils avaient appris à
mieux organiser une réunion, à savoir comment ça se passe. Pour certaines femmes, ça les a aidées après à prendre la parole en public. Et qu'en fait, c'est pas, bon, c'est un apprentissage, mais surtout ce qui est intéressant, c'est quand pareil, on prend du recul par rapport au projet OGAF, c'est que quelques années après, ces gens qui reconnaissent avoir fait des apprentissages peuvent potentiellement se retrouver impliqués dans la politique locale, communale. Et on a de nouveau un bouclage, en fait, entre la relation entre cette démocratie délibérative, participative et la démocratie représentative classique, démocratie représentative classique, qui au final sont pas si opposés que ça, mais on commence à voir un petit peu tout cet enchevêtrement. Maintenant, qu'est-ce qui se discute dans ces espaces locaux de débat? Ouais, ça va peut-être être un petit peu... on va essayer de faire simple. Alors, donc là, en fait, j'ai réalisé une analyse du discours des acteurs locaux, des acteurs qui sont donc dans ces comités locaux. Et en fait, on voit que, c'est ce que je vous avais dit au départ et ce qui m'avait interpellé, c'est qu'il y a une certaine diversité. Et donc, j'ai essayé d'étudier ça un peu plus en détail. Alors, pour présenter ces discours, ces représentations portées par les acteurs, je vais commencer par rendre compte en fait des valeurs qu'ils portent. C'est-à-dire pour eux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bien ou mal, qu'est-ce qui est désirable ou à rejeter, notamment en termes de développement agricole. Et voilà, et que tout ça va constituer la base du réel voulu. C'est-à-dire que quand on met en œuvre un projet de développement, c'est qu'on cherche bien à atteindre un objectif, à transformer le territoire, la société. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Et puis à côté, ensuite, je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle les normes d'action ou les recettes d'action publique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'y prend au concret? Qu'est-ce qu'on subventionne? Quels sont les leviers, la formation, etc. On va détailler. Alors, et je vais constater qu'en fait, ces discours, ils sont structurés par rapport à deux grands modèles d'agriculture. Alors, le premier modèle, on va distinguer les exploitations professionnelles qui vont être plutôt professionnelles et plutôt marchandes, c'est-à-dire très insérées au marché. Donc ça va être le premier modèle. Alors, ce premier modèle, c'est associé plutôt à une agriculture, donc je l'ai dit, professionnelle et marchande, et ça correspond à des exploitations agricoles qui ont plutôt un haut niveau de capitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir souvent beaucoup de machines, donc un capital assez important. Ça peut même aller sur des très gros engins, hein. Ça peut même être... j'ai notamment des cas de participants et c'était très important au final, qui avaient des bulldozers et qui les ont utilisés. C'était super important pour pouvoir les utiliser et pour défricher de nouvelles parcelles. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment des investissements en capitaux importants. Ensuite... même s'ils ont un haut niveau de capitalisation, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent des situations financières qui soient parfois difficiles et qu'il y ait des questions de transmission qui soient problématiques. Ce n'est pas non plus forcément toujours très facile. Et surtout, on constate que ce modèle-là va être plutôt orienté, donc ce que je vous ai dit, avec des productions qui visent le marché intérieur ou l'exportation. Pardon. Et de l'autre côté, on va avoir ce que je vais appeler le modèle d'agriculture kanak, au final qu'on retrouve pas tant forcément que en milieu kanak, mais pour le coup dans le cas des OGAF, c'était plutôt ça que j'ai étudié, qui vont être, donc c'est une petite agriculture familiale, ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt non professionnelle et non marchande, qui repose sur des activités qui sont diversifiées, pour le coup là un niveau de capitalisation faible, avec une production qui va être si elle est valorisée, elle va être valorisée sur le marché plutôt intérieur, voire pas du tout commercialisée. Dans la grande enquête agriculture en tribu, ce qui correspond plutôt à ce modèle-là, dans la plupart des cas, on est à moins de 20% de la production agricole qui va être commercialisée.
Ce modèle, en fait, il est principalement pratiqué donc, sur terre coutumière, ce que j'ai dit tout à l'heure, et parfois qualifié d'agriculture traditionnelle, agriculture vivrière ou domestique, même si... Ouais. Et alors maintenant, les discours qui sont associés à ces modèles. Alors, en termes de valeur, on constate que, alors, pour le premier groupe, la valeur mise en avant, c'est celle du travail individuel. C'est le premier élément qu'on met en avant, c'est-à-dire qu'on pourra réussir à rien faire si on se repose pas sur l'importance que chacun travaille individuellement, essaie d'améliorer ses techniques, se spécialise. Alors que de l'autre côté, le deuxième groupe de discours, là, il parle aussi de travail individuel ou collectif, mais c'est moins mis en avant. Et ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'importance des solidarités, des savoir-faire locaux. Et après, quand on passe à mais comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour agir? Comment est-ce qu'on s'y prend, voilà, comment est-ce qu'on vient en appui? Eh bien, sur le premier modèle, on va la norme d'action, il va falloir développer un encadrement technique pointu, quotidien, enfin quasiment quotidien, un suivi très très proche. On va avoir également des aides à la commercialisation, alors que de l'autre côté, il y a tout un espèce de flou, mais qui est en même temps assumé, qui dit on ne sait pas faire. Et par contre, il faut qu'on expérimente. Alors on prend des risques, mais on va expérimenter, on va essayer de laisser aux gens le choix et de les accompagner dans ces choix-là. Et après, plus on essaie à chaque fois dans les entretiens, quand j'essayais de descendre vraiment, mais comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Qu'est-ce qu'on met en place? Au final, on constate que les deux modèles, si c'était très opposé, semblent très opposés sur les valeurs, au final, sur la manière de s'y prendre, autant ça se recoupe et autant c'est assez clair pour ce discours-là et pour venir en appui donc à ce modèle d'agriculture professionnelle et marchande, autant pour l'autre, le deuxième, on voit bien qu'il y a un flou et que s'il y a une forte opposition dans les faits, quand on passe à l'action, eh ben, on a une moins faible opposition. Ça, c'était l'analyse de discours. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans les comités locaux, eh bien, ces deux grands référentiels, ils vont pas être forcément présents dans tous les comités locaux. Des fois, il y en a un qui va être plus présent que l'autre. Parfois, ils vont être présents tous les deux au début, et puis un projet de développement et la participation, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Et donc tout ça, ça va modifier en fait forcément la composition de ces débats. La participation, c'est pas un long fleuve tranquille, alors ça peut faire un peu barbare, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas si compliqué que ça. En gros, ici, là, parce qu'il faut le regarder en global. Ici, c'est les acteurs qui étaient présents et donc les lignes. En colonne, ça va être les différentes réunions, en fait, où j'ai recensé toutes les personnes qui étaient présentes dans les réunions sur 2 territoires différents. Et en fait, surtout, cette histoire, il y en a qui... Et en fait, on constate qu'on a des acteurs qui vont rester quasiment tout du long. Donc, ils vont être présents à toutes les réunions. Et d'autres qui viennent au début, puis qui ne viennent plus, qui reviennent et qui repartent. Ou d'autres qui rentrent en cours au cours du projet. Et en fait, c'est ça qui va faire modifier, qui va venir modifier les gens qui sont en place et les référentiels, qui va orienter également les débats. Pourquoi les gens rentrent, pourquoi les gens sortent? Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de choses. Je reviens d'un projet de développement local, c'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, ça amène à chaque fois, en fait, dans tous les projets que j'ai vus, il y a un moment où il y a quand même les relations deviennent un petit peu rugueuses. Notamment avec ceux qui avaient en charge traditionnellement, on va dire, le développement. Et ça amène à modifier les manières de travailler. Après, il y a dans certains comités locaux où peut-être certaines personnes se sont pas du tout reconnues dans les débats et trouvaient qu'ils n'avaient pas du tout... Au final, on leur avait demandé de venir, mais qu'au final, ils ne voyaient pas ce qu'ils pouvaient apporter parce qu'ils n'étaient pas du tout avec les valeurs qui étaient portées en majorité par les gens avec qui ils discutaient. Et donc, on a des mécanismes comme ça aussi d'auto-exclusion de ces acteurs. Et en simplifiant,
Ce qu'on constate, c'est que dans les comités locaux où il y avait, on va dire, plutôt les deux référentiels qui arrivaient à discuter, c'est là qu'on a eu le plus de recherche, d'expérimentation, d'innovation, essayer de faire les choses un petit peu différemment, notamment mettre en réseau des gens qui venaient, qui maintenant avaient depuis plusieurs années leur parcelle de terreau, les mettre vers les boutures et qui produisent des boutures pour faciliter l'installation de nouveaux producteurs et avec toute une réflexion sur comment est-ce qu'on va les mettre en réseau directement. Ça, c'était quelque chose qui n'avait pas forcément été pensé au départ. C'est des choses très très fines, hein. Et par contre, dans les espaces locaux où il y avait un des deux référentiels qui revenait de manière majoritaire, on avait tendance à avoir il pouvait y avoir des débats très intéressants, mais sur des points de détail très très fins d'un point de vue technique sur qui va être bénéficiaire d'un projet, quel niveau de revenu on définit, et en fin de compte sur des critères qui sont très très proches de ce qui se faisait déjà depuis très longtemps au niveau provincial, et donc un maintien des routines et des pratiques du passé. Alors voilà, tout ça pour dire, reposer ma question de départ, est-ce que ça change quelque chose, en fait, tous ces espaces locaux de débat? Au final, ce qui est intéressant, c'est peut-être dans tous ces acteurs, c'est principalement en fait les techniciens les techniciens provinciaux qui ont été impliqués dans ces comités locaux, qui eux ont été particulièrement bousculés, hein, parce on leur a demandé totalement de changer leur manière de travailler et de soumettre toute étude technique à des acteurs locaux qui sont beaucoup moins pointus qu'eux d'un point de vue technique. Et au départ, si à chaque fois c'était difficile, ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, ces techniciens, en fait, ont changé la manière de définir leur métier et se définissent comme étant, on va dire, en faisant un métier de manière, enfin, différemment des autres techniciens. Là aussi, j'ai un petit. Donc, on a une recomposition qui est partielle, et je vous propose un petit extrait d'entretien que j'ai eu et que j'aime bien pour expliquer ce changement en fait dans le rôle du technicien. Donc, il m'explique son travail. Notre objectif, c'est d'être au centre, entre l'humain, le technique, l'administratif et le financier. Chaque technicien va se positionner quelque part. Je connais des collègues qui sont là, soit là. Et là, en fait, il me montre un schéma, en fait, avec les 4 dimensions qu'il a précitées, humain, technique, administratif et financier. Et il continue. Et si tu es trop quelque part, tu as tout faux, parce que tu as oublié quelque chose. Et la chose la plus importante, c'est l'approche humaine. On a de plus en plus de réunions de travail avec les autres antennes, mais on est sur des zones tellement différentes. On a des idées différentes. Chacun dans son coin a des visions différentes. On a des publics différents et des conditions, des milieux sociaux différents, avec chacun des avantages différents. Eux, ils disent, on n'est pas là pour faire du social. Mais moi, je dis, c'est quoi le développement? C'est l'économique, c'est le social, c'est tout ça. Et en fait, dans cet extrait, on voit comment il se définit différemment de ses autres collègues. Et comment est-ce que pour lui, parce que bon, je vous ai pas non plus fait tout l'entretien, mais il raconte comment est-ce que vraiment, il a été... son métier, en fait, a été en partie remis en cause par les discussions qu'il a eues au sein de ces comités locaux. Le changement, donc on a donc une recomposition qui est vraiment partielle des discours et des pratiques. Et on a l'émergence d'un nouveau discours notamment et de nouvelles pratiques autour de ce métier de technicien. Et qu'en fait, le changement, il se fait pas là où, quelque part, il s'est pas fait là où je pensais au départ, c'est-à-dire dans une rencontre où on a un affrontement entre ces comités locaux, ces gens qui viennent participer, qui ont une vraie connaissance du terrain, et le niveau provincial qui aurait peut-être qui serait pas totalement raccord avec ce qui se passe sur la réalité. Et on voit que le changement, en fait, il se fait pas ni dans la rencontre directe, ni dans la confrontation entre les deux, mais il se fait petit à petit, par le bas. Il se fait par des déplacements de petites lignes. Là, je ne suis pas rentrée dans tout le détail, mais en fait, après, dans ma recherche, j'ai vraiment essayé de décrire très finement comment tout ça, ça bouge et comment de nouvelles pratiques, petit à petit, deviennent exemplaires et participent au changement et à l'évolution des politiques de développement.
on est descendu au niveau local, et après je vous propose qu'on revienne un petit peu au niveau provincial, avec donc cette politique de développement local qui s'est quasiment institutionnalisée en fait au sein de la province. Et ce qui est intéressant, c'est de voir elle ouvre des espaces de liberté, de débat, mais en même temps, on va voir que ça crée des effets de cadrage. Et notamment, donc, en fait, si on regarde spatialement, les OGAF, elles ont été mises en œuvre sur toute la partie est de la province nord. Et j'ai essayé de revenir sur toutes les conditions de développement, toutes les conditions, pardon, d'émergence de ces différents projets. Et en fait, on se rend compte donc déjà que la province Nord, petit à petit, elle a augmenté les moyens financiers affectés à ces projets au GAF. Et qu'elle a, donc elle a augmenté les moyens financiers et elle s'est même au final sur Ayengen notamment totalement approprié le dispositif en travaillant à la mise en place d'une opération concertée de développement local qui quelque part ressemblait à la structure d'une OGAF, mais n'était pas, enfin voilà, n'emportait pas le nom et n'avait pas forcément le même fonctionnement financier, on va dire. Mais il y avait la même philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'émergence de ce projet-là, que en fait vers les communes, la province vers les communes va potentiellement aussi utiliser les instruments de développement local pour organiser ces interactions avec les acteurs locaux. Et là, je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. À Yengen, donc par exemple, donc il se passait énormément de choses là, autour de 2005-2006. Il y avait le projet autour du Mont Panier. Il y avait le projet de mettre en place une aire marine. Il y a l'aire marine protégée aussi. Donc plutôt gérée par le WWF, des ONG environnementales qui travaillent de plus en plus sur cette commune-là, en même temps des volontés de faire des projets touristiques. Au final, voilà, beaucoup de dynamisme, de projets qui potentiellement émergeaient, mais qui étaient un petit peu déconnectés. Et la province, à ce moment-là, elle a proposé que tout le monde se mette autour de la table pour construire ce projet de développement local. Et en fait, l'idée, en mettant tout le monde autour de la table, et c'est là qu'on a un effet de cadrage et de contrôle, c'est qu'à partir du moment où on met tout le monde autour de la table, ça oblige quelque part ces différents acteurs qui n'ont pas forcément... je pense aux ONG environnementales, hein, ils ont leur propre stratégie d'intervention, leurs propres objectifs, et qui ne sont pas, là encore, forcément en adéquation avec les projets des provinciaux ou même le projet du maire. Et en mettant tout le monde autour de la table, ça permet en fait, à partir où on se met d'accord sur le projet, ça devient extrêmement difficile pour ces acteurs de sortir et de montrer son désaccord. Et c'est Hirschman qui développe ça ça limite en fait les stratégies d'exit. C'est-à-dire que quand dans une organisation, quand il y a quelqu'un qui est plus d'accord avec les enjeux de l'organisation, il a 3 possibilités. Soit exit, il quitte l'organisation. Mais ça, c'est possible que si il peut trouver du soutien à l'extérieur. Mais quand on a mis tout le monde autour de la table, sortir s'il n'y a rien d'autre derrière, ça devient extrêmement difficile. Et c'est quelque part, ça pousse à avoir la stratégie plutôt que Hirschman appelle loyalty, c'est-à-dire de la loyauté, c'est-à-dire que même si le projet change, se transforme, on va rester dans le projet et on va limiter. Et en plus, il y a plein d'autres règles en fait autour de ces dispositifs qui obligent aussi à aussi rendre visibles notamment les actions de ces ONG environnementales auprès de la province via le projet de développement local. Et enfin, d'un point de vue plus global, ces instruments de développement local, en fait, ils sont justifiés, la province les utilise aussi pour, en le justifiant, en expliquant, c'est une manière d'instrumenter, c'est un terme d'instrument de politique publique, c'est-à-dire qu'on veut avoir une politique qui repose sur une articulation entre projets structurants, notamment la mine, et développement local. Et on a notre deuxième pilier, quoi, quelque part. Donc là, pour eux, c'est leur façon de voir
c'est leur manière d'utiliser ces dispositifs. Voilà. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est que les acteurs, ils font des usages vraiment diversifiés de ces instruments du développement local. Et on constate que on a un renouvellement de la politique publique, de l'action publique, mais qui se fait petit à petit et qui se fait pas, enfin, justement avec, en tout cas, l'hypothèse que la participation ferait totalement imploser et remettre en cause les politiques de développement. On voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'en fait c'est extrêmement enchevêtré tout ça et qu'on a des effets qui sont à la fois convergents et contradictoires. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des changements dans l'action publique, la naissance de petites innovations, la reconnaissance également de l'agriculture kanak. En même temps, une sorte de verrouillage et de cadrage institutionnel qui permet de maintenir en fait les relations de pouvoir qui existent entre les niveaux. Chaque niveau en fait tentant d'influencer l'autre. Et c'est dans cet enchevêtrement, tous ces systèmes, tous ces espaces de rencontres entre acteurs, qu'en fait, que pour moi, se cherche aujourd'hui le modèle décolonisé.